des prénoms, hein. Guillaume II c'était Zili, Nicolas II c'était Niki, etc. Bon. Également sa fille Marie, surnommée Mignon, qui épouse ici le roi Alexandre, roi des Serbes, Croates et Slovènes, puis roi de Yougoslavie, et qui finit tragiquement à Marseille, assassiné par un extrémiste macédonien guidé par les Oustachis croates en 1934. Donc elle va devenir régente de Yougoslavie, la fille de la reine Marie. Ici donc Marie de Yougoslavie. Et donc Marie, bien sûr, s'inquiète beaucoup pour le destin de tous ses enfants. Elle essaye de les conseiller encore dans les années 30. Donc c'est toujours la même princesse. Alors Nicolas de Roumanie, lui, il a un rôle plus effacé. Bon, c'est le prince Harry de l'époque, hein, c'est le cadet, donc il a une vie un peu de playboy et il fait un mariage également, mais pas dans une grande dynastie européenne. Et il va vivre forcément dans l'ombre de son frère. Il est là au cas où, mais comme son frère a déjà un fils, il y en a même deux, hein, enfin il y en a au moins un qui est légitime. Bon. L'autre fille de la reine Marie, Élisabeth, ici, donc, qui avait le nom de sa grande-tante, Élisabeth de Vide, qui épouse le roi des Hellènes, Georges II. Donc il y a un échange de frères et de sœurs entre Carole et elle. Donc le roi de Grèce, la Grèce de cette époque, c'est un pays très tourmenté, succession de coups d'État, bon la guerre ensuite contre l'Allemagne, c'est une vie aussi assez agitée pour Élisabeth. Et puis peut-être, on ne sait pas si les parents préfèrent l'un ou l'autre de leurs enfants, mais enfin, on a souvent dit que les deux enfants que Marie préférait, c'était les deux derniers, Ileana et Mircea. Et les mauvaises langues ajoutant que parce que c'était ceux de Stirnbay, bon, ça on pourrait faire des tests ADN aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est utile, bien entendu. Donc Ileana, celle qui a le nom le plus roumain d'ailleurs, et Mircea aussi, hein, on voit les deux derniers ont des noms vraiment roumains, les autres ont des noms, disons, européens, passe-partout. Bien que Marie soit un nom partout, bien sûr. Et Ileana, qui a été mariée, elle a eu plusieurs enfants, mais elle a fini sa vie comme religieuse dans un couvent orthodoxe aux États-Unis. Elle est morte en 1991. Donc c'est l'enfant de la reine Marie qui est mort le plus tardivement, c'était la plus jeune survivante. Alors Marie était invitée dans tout le Gotha européen, des princes régnants ou en exil. Donc ici, elle est avec Alphonse XIII, qui a été détrôné en 1931. Ignorant que son propre petit-fils vivra la même vie plus tard aussi, de roi sans trône. Donc ici l'infante d'Espagne, sa cousine. Alors, dans son grand âge, la reine Marie a eu beaucoup de questionnements spirituels. Et elle s'est détournée de la foi chrétienne pour se tourner vers le bahaïsme, c'est-à-dire une religion syncrétique qui finalement accepte le legs des grandes religions monothéistes et a un centre, son centre mondial se trouve dans la Palestine, Israël d'aujourd'hui. Donc c'était la religion qui lui a convenu à la fin de sa vie. Alors à sa mort, en 1938, plusieurs de ses enfants sont quand même là dans ses derniers moments, dont Carole, finalement, qui se réconcilie avec elle in extremis. Et on décide de déposer son cœur dans une de ses maisons, celle de Balchich. Alors Balchich, c'est dans le quadrilatère. Donc en 1947, Balchich devient bulgare, finalement de facto dès 1944. Et donc le cœur va être déposé au musée d'histoire de Bucarest pendant un certain temps. Le corps, quand on va retrouver le cœur tout à l'heure, pour conclure, le corps est déposé ici, dans la basilique de Curtea de Argeș, qui est le Saint-Denis des rois de Roumanie, si on peut dire. Donc ici la tombe de Marie et de Ferdinand, qui malgré tout ce qui les a séparés, sont restés bons amis et ont finalement eu toujours une politique qui a concordé. Enfin, les mauvaises langues diront Ferdinand a toujours capitulé devant sa femme pour avoir la paix, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, la politique anglophile, francophile était partagée par les deux. Et donc le descendant, aujourd'hui, en ligne directe de la reine Marie, la branche aînée, c'est le roi Michel. Ici avec la reine Anna, bon, qui n'a jamais été reine, puisqu'il l'a épousée après,
avoir été détrônée, mais qui pour les monarchistes est la reine encore aujourd'hui. Et voilà, donc très récemment, en novembre dernier, le cœur de la reine Marie, qui a été transféré solennellement du musée de Bucarest, musée d'histoire de Bucarest, au château de Bran. Donc on voit ici donc la reine Anne et une partie de la famille royale. Bon, comme vous savez aussi, la famille royale est divisée, hein, puisque le roi Carol avait eu un premier fils d'un premier mariage. Et donc, bon, les choses sont assez compliquées. Dans la famille royale française, c'est la même chose. Il y a aussi 2 prétendants. Alors pour conclure, eh bien, quelques mots pour rassembler un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On voit que la reine Marie a une vie riche, une vie complexe. Elle a traversé des périodes difficiles de l'histoire. Elle est morte avant la Seconde Guerre mondiale, mais en sentant déjà, en voyant déjà les nuages qui s'amoncelaient au-dessus du ciel de l'Europe et donc de la Roumanie aussi. C'est quelqu'un qui a toujours eu une ligne de conduite claire en politique étrangère. La Roumanie doit être tirée vers l'Occident. C'est une puissance européenne. On doit l'arracher des steppes russes, c'était les expressions de l'époque, tout en gardant son caractère. Elle s'est beaucoup intéressée au folklore des paysans, elle parlait très bien le roumain, et tout le monde dit qu'elle l'a appris très vite. Donc elle aimait à la fois la Roumanie telle qu'elle était, mais elle voulait que cette Roumanie fasse partie d'un ensemble plus vaste qui était l'Europe. Alors on ne va pas en faire l'ancêtre de l'Union européenne, parce que ça serait aller vite en besogne, mais en tout cas quelqu'un tourné vers l'Occident. En même temps, une femme qui, en apparence, menait la vie que ses sujets attendaient d'elle, mais qui s'était construite aussi une autre vie. Donc là aussi, selon les critères d'aujourd'hui, hein, qu'on peut trouver juste ou moins juste, une femme moderne dans son esprit, une femme qui choisissait sa vie et qui ne la subissait pas, alors qu'à cette époque, les femmes étaient plutôt élevées dans l'obéissance que dans l'initiative et la fantaisie. Voilà, je conclurai là-dessus.